La Cité européenne des scénaristes présente... C'est vraiment de la traduction audiovisuelle dans le sens où on a besoin de l'audio, on a besoin du visuel. On tient compte du jeu des acteurs encore plus en doublage, mais même en sous-titrage, du ton. En fait, on traduit l'intention. Je pense toujours qu'après les acteurs, on est ceux qui incarnons le plus les personnages parce qu'on doit vraiment être dans leur tête pour parler comme eux. Les traducteurs et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Je pense que la traduction, tout le monde devra en faire. Parce que c'est un exercice de découverte de l'autre, d'appréhension de l'autre, et c'est quelque chose qui devrait, en fait, pas du tout être remplacé par des machines. C'est un exercice génial. Leur métier, transposer les films et séries depuis une langue vers une autre, qu'il s'agisse de scénarios entiers en amont ou de dialogues seulement en aval à travers des sous-titres et des doublages. Dans ce 30e numéro de l'émission, la parole est aux traducteurs, aussi appelés adaptateurs, de l'audiovisuel et du cinéma. Quel est leur rapport au scénario ? À eux 5, mes invités du jour ont notamment travaillé sur les séries Silo, One Piece, Walking Dead, 000, Il Miracolo, sur des animés DC Comics, sur les films The Killer, Empire of Light, Red Notice, Dragon Ball Super ou encore sur des œuvres de patrimoine de Carnet, Truffaut, Renoir, Cocteau, Tati et traduisent l'italien, l'espagnol, l'anglais et bien sûr le français. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cet épisode a été enregistré en avril 2024. Je m'appelle Valérie Julia, traductrice de l'audiovisuel, principalement sur du documentaire, des séries de fiction, et il m'arrive de traduire des scénarios pour des productions. Un des derniers programmes sur lesquels j'ai travaillé, qui est visible sur le web d'Arte, c'est une série qui s'appelle Une femme de confiance. Voilà. Anthony Panetto, traducteur de doublage principalement et de voice-over, donc anglais, espagnol vers le français, et essentiellement animation. Le dernier gros projet l'année dernière, c'était One Piece Netflix. Ok. J'ai fait le dernier DreamWorks sur Netflix aussi, La Nuit d'Orion. Voilà. Claudia Rosenblatt, je fais surtout du sous-titrage. Je suis complètement bilingue, français-espagnol. Je traduis de l'anglais et du français vers l'espagnol ou de l'espagnol ou de l'anglais vers le français. Les derniers projets importants que j'ai faits, c'était 20 000 espèces d'abeilles, qui est sorti au cinéma en février. Ok. De l'espagnol vers le français. Ensuite, j'ai traduit la série 000 de l'anglais vers l'espagnol. J'ai traduit des scénarios. Ça fait longtemps que je n'en traduis pas, mais j'ai traduit pas mal de scénarios argentins surtout. Sabine de Andria, je fais essentiellement du sous-titrage de séries et de films pour le cinéma. Un peu de voice-over de documentaires aussi. Quasiment exclusivement de l'anglais vers le français. Ok. Et les derniers projets, il se trouve que j'ai 2 films en salle à l'heure actuelle. Scandaleusement Vôtre, de Théa Sharrock, et Drive Away Dolls, d'Ethan Cohen. Puis je fais pas mal de séries, beaucoup pour Apple, entre autres. Jean-François Cornu, je traduis de l'anglais vers le français, aussi bien dans le domaine cinéma audiovisuel que pour l'édition. Je sous-titre, et je traduis des scénarios également. Au niveau cinéma, le dernier film important que j'ai sous-titré s'appelle L'ombre d'un mensonge. C'est un film de et avec Bouli Lanners, tourné en anglais à 98%. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la première fiction que vous avez traduite et comment vous l'avez vécu cette première traduction? Comment c'était? J'ai commencé en 1983 à faire du sous-titrage. Je me souviens pas exactement quelle était ma première fiction traduite, mais à l'époque, j'étais en Argentine et j'ai traduit énormément de vieux films français, enfin vieux ou pas si vieux, mais de l'époque. De l'époque, oui. Et entre autres, par exemple, je me souviens très bien du dernier Métro que j'ai traduit vers l'espagnol. Les vidéoclubs foisonnaient en Argentine, à Buenos Aires. Les traductions, c'était au crayon avec une gomme et la magnétoscope, et après c'était quelqu'un qui les incrustait dans le film. Ma première fiction, parce que j'ai commencé par les documentaires, c'était une sitcom. Bon, c'était pas une bonne sitcom, donc il y avait pas énormément de jeux de mots, de blagues, etc. Je crois que ça s'appelait Showbiz, c'est dû passer sur TVA, et puis ça a fait durer une saison et personne ne l'a vu et personne ne s'en souvient et c'est très bien comme ça. Okay. J'étais tellement contente de faire la fiction, en fait ça faisait longtemps que je voulais en faire, mais juste après, ma première série non comique, c'était Roswell, l'original. Ouais. Et ça j'avais adoré. En 2009, moi c'était un animé japonais que j'ai fait tout seul en plus, donc les 24 épisodes, donc les 2 saisons, j'étais tout seul dessus. Quel format d'épisode? C'était des 20 minutes. Black Lagoon, ultra violent,
ultra grossier. C'est là qu'on me reconnaît maintenant. Et j'avais carte blanche. Voilà, c'était mon tout premier doublage. J'avoue que j'en suis assez fier parce qu'il est devenu un peu culte maintenant. Il tourne un peu en boucle sur les réseaux. On pourrait plus trop se permettre ça maintenant. Ouais. Il y avait des choses peut-être que je ne referais pas. Donc il y a des erreurs de jeunesse évidemment, mais ça reste un premier souvenir sympathique. J'étais allé en plateau assister aux enregistrements. Donc ça c'était l'animation, et en live en fait j'ai commencé par de la sitcom. How I Met Your Mother, grosse prise de tête, ultra compliquée, parce que là c'est bien de commencer par du dessin animé en doublage, parce qu'en fait la synchro en plus c'est de l'animation japonaise, donc c'est des ouvertures et des fermetures de bouche, oui pardon. On peut vraiment se concentrer sur le dialogue. Du coup c'est vraiment écrire des répliques. Il y a une synchro à respecter, mais c'est beaucoup plus lâche que des êtres humains avec des vrais mouvements de bouche ou de la 3D. Et du coup arriver sur du live, donc en prise de vue réelle comme on dit, avec des vrais comédiens, et donc sur de la sitcom. Donc la sitcom c'est du tac au tac, c'est des références culturelles et des jeux de mots toutes les 2 répliques. C'est beaucoup de dialogue, ouais. Voilà, il me reste plus beaucoup de cheveux. Mais en fait c'est très formateur, parce que on peut se dire que la synchro en sitcom, il faut y faire attention évidemment, parce que ça reste du doublage, mais en fait ce qui prime de toute manière ça va être l'énergie des comédiens et vraiment les répliques qui font mouche. Donc si on a une réplique qui est ultra drôle, une super bonne trouvaille, même si elle est pas ultra synchrone, on va la laisser, parce que en fait c'est ça qui marchera mieux, et le public il rigolera à la blague plutôt que de regarder la labiale elle est pas parfaite, ou l'ouverture elle est pas forcément respectée. Mais c'était ultra compliqué de commencer là-dessus. Tu disais t'as commencé seule, moi j'étais en binôme avec Vanessa Azoulay qui m'a vraiment plus formée au dialogue, donc c'est aussi pour ça que j'en ai un bon souvenir en fait. Je faisais avec Vanessa les sous-titres de How I Met Your Mother, en tout cas sur plusieurs saisons, et donc là pour le coup j'avais un peu plus d'expérience, parce que celle-là elle était vraiment pleine de jeux de mots et très bien écrite et pas facile. J'ai commencé à faire du sous-titrage parce que j'étais vraiment cinéphile et amatrice d'un certain type de cinéma hollywoodien, les années 40, films noirs, etc. Et j'ai commencé, et il se trouve que c'était le début du câble en France, donc il y avait des chaînes cinéphiles, donc on resous-titrait des films qui avaient été sous-titrés dans le temps pour les sorties en salle, mais avec des moyens techniques qui étaient vraiment très rudimentaires, et du coup c'était des sous-titrages assez parcellaires. Et là, pour la diffusion télé, ils refaisaient faire un sous-titrage. Par exemple, moi je traduis l'italien et de l'anglais, et Vulcano, qui est un film italien avec Anna Magnani, je crois, enfin si je me souviens bien d'ailleurs, parce que voilà, j'ai ce souvenir-là de films un peu de cinémathèque, tu vois. Vous commencez sur des films de patrimoine, ce qui est pas forcément... Voilà, c'est ça. J'étais ravie. Après, les séries sont arrivées, et là, j'ai commencé à bosser sur des séries en sous-titrage. Voilà, les souvenirs que j'ai, c'est plutôt d'être très contente d'être là, parce que c'est des films que j'adorais, et je me retrouvais à les sous-titrer, et c'était trop bien. Et enfin, Jean-François? Alors, c'est un film anglophone, puisque je traduis de l'anglais, mais co-réalisé par 2 cinéastes néerlandais. A Simple Love Affair, une simple histoire d'amour, qui a dû avoir une sortie assez confidentielle, mais c'est le premier film de cinéma sortant en salle que j'ai sous-titré. Okay. Et il y a un lien avec ce que vient de dire Valérie, parce que c'était en 85, donc c'était un peu après Claudia. Il y avait un hommage au film noir, tourné en noir et blanc d'ailleurs. J'étais ravi de commencer ce métier, qu'on me paye pour faire ça. Si je fais ce métier, c'est pour les mêmes raisons que nous tous autour de la table. Oui, je crois qu'on est tous cinéphiles. Voilà, c'est ça. C'est avant tout la cinéphilie qui nous a amenés vers ce métier. Oui, c'était un vrai plaisir. Oui. On parle d'adaptateur, donc audiovisuel, quand on parle de votre métier, et non pas seulement de traducteur. En quoi traduire pour du scénario, pour de la narration, pour des films et des séries, en quoi est-ce que c'est différent de traduire autre chose? Ce qui est spécifique à ce type de traduction, c'est qu'on ne traduit pas que du texte. On tient compte des interactions entre l'image, le dialogue et les autres sons aussi qui sont présents sur la bande son. Et aussi, il faut avoir une bonne maîtrise du vocabulaire du cinéma lui-même, du rythme d'un film, du montage. J'ai souvent tendance à penser que le sous-titrage, c'est une forme de montage du texte appliqué au cinéma. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant, cette imbrication des trois. Oui, c'est vraiment de la traduction audiovisuelle, dans le sens où on a besoin de l'audio, on a besoin du visuel. On tient compte du jeu des acteurs encore plus en doublage, mais même en sous-titrage, du ton et du scénario, puisque en fait on traduit l'intention en tenant compte du contexte. Et pour avoir ces informations-là, il faut connaître le scénario, il faut savoir pourquoi le personnage dit ceci au moment où il le dit, pourquoi il le dit comme ça. Je pense toujours que après les acteurs, on est ceux qui incarnons le plus les personnages, parce qu'on doit vraiment être dans leur tête pour parler comme eux. On a une contrainte énorme qui est celle du temps. Quand on écrit des sous-titres, il faut que les gens aient le temps de les lire. Donc on est obligé, en fonction du débit de la parole, du montage du film, etc.,
de supprimer des choses qui sont finalement assez inutiles pour la compréhension globale de la scène, parce que simplement on n'a pas le temps de tout écrire. L'image à ce moment-là vient nous aider, on élabore nos sous-titres en fonction de ce que l'image nous donne à voir. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire parce qu'elles sont là. On les voit. On fait de la traduction sous contrainte. Alors que ce soit en doublage ou en sous-titrage, les contraintes sont pas les mêmes, mais du coup, on a des fortes contraintes. Et la contrainte principale, c'est l'image, en fait. Parce que en doublage, effectivement, on efface le son, les dialogues VO, que le sous-titrage va garder et va devoir prendre en compte. Nous, en fait, on les enlève, donc on recrée une piste son en VF, mais on a toujours l'image. Et l'image, en fait, c'est une contrainte, mais moi, je la vois aussi comme, en fait, ça peut être libérateur aussi, parce que c'est là où on va pouvoir trouver aussi des solutions. On peut trouver des solutions à l'image, parce que ils vont faire un geste à l'écran et ils vont pas dire droite ou gauche, mais nous, on peut le rajouter si en synchro, ça nous arrange ou pas. Si j'avais pas le son, parce que moi, on m'a déjà demandé, je te donne ces dessins animés à traduire et je te donne juste les dialogues et tu me traduis. Bah, je dis, je ne peux pas faire mon travail, en fait. Parce que j'ai pas du tout l'ironie de la réplique si elle est ironique. On a besoin de l'intention de jeu, effectivement, du comédien. On va chercher ce qu'il y a derrière la réplique. Une blague qui n'est qu'un jeu de mots, qu'on peut pas traduire littéralement, ce qui veut pas dire grand chose, mais qui ne marchera pas si on traduisait littéralement. On en refait une autre, c'est pas grave. Mais si on a une blague avec un référent visuel, bah là, on a cette contrainte de, il faut faire jouer l'image avec la blague. Le mot, il va pas fonctionner de la même façon en anglais ou en français. Donc, comment on va pouvoir se débrouiller avec ça? L'image, elle est à la fois contrainte et solution, en fait. Tous les personnages ne s'expriment pas avec le même registre de langage. Il y en a qui vont être plus argotiques, d'autres qui vont parler très bien. Il y a évidemment le contexte historique si on parle d'une fiction historique, le jargon du métier, enfin tout ça c'est des choses qu'il faut absolument rendre, donc il faut qu'on ait l'équivalent dans l'adaptation, qu'elle soit française ou dans une autre langue. Il faut vraiment respecter l'œuvre d'origine. Un mot, on pourra le traduire de peut-être 50 manières différentes, en fait. On dit souvent qu'il y a autant de traductions que de traducteurs. Voilà. Intéressant. Les gens, en général, ont l'impression que si on prend un mot dans une langue A, on ouvre un dictionnaire et on a son équivalent dans la langue B. Ça fonctionne pas comme ça, en fait, puisque le mot, il va prendre, en fait, son sens suivant la situation dans laquelle il est énoncé. C'est ça qu'on traduit, en fait. En sous-titrage, quand on a une contrainte de temps, c'est-à-dire on a 1 seconde pour faire dire quelque chose à quelqu'un qui soit compréhensible, que le spectateur va pouvoir comprendre en 1 seconde, bah, en fait, il faut vraiment aller au fond des choses. On peut pas s'encombrer de choses qui ne servent à rien. Du coup, on va à l'essentiel du dialogue, et ça, je trouve ça génial. Quand on arrive à toucher ça, ça me sert aussi d'apprendre à écrire court comme ça, parce qu'en fait, je questionne le moindre mot inutile dans le texte de départ, même pour de la traduction autre qu'audiovisuelle, ça m'aide aussi beaucoup. Pas que en traduction, moi je me rends compte au bout de 25 ans de sous-titrage, 20-25 ans, que ça formate ma pensée. J'écris concis, je pense concis. C'est une formation professionnelle. J'aime le sous-titrage plus que le doublage. D'ailleurs, j'ai essayé le doublage et c'est pas du tout mon truc. Parce que j'ai un esprit de synthèse. C'est pour ça que je suis bavard, moi. Et du coup, moi, je fais des longs mails, en fait. C'est pour ça. C'est effectivement parce que nous, en doublage, on n'a pas cette contrainte de temps. On l'a un peu parce que si on parle de l'anglais, il est plus concis que le français. Nous, on est une langue beaucoup plus analytique. On a quand même besoin de plus de mots. C'est ce qu'on appelle le coefficient de foisonnement. Voilà. Et du coup, en passant de l'anglais au français, on a toujours du français qui est souvent plus long. Il faut quand même aller sur l'intention et que veut dire le dialogue, mais les mots inutiles, les hésitations, comme c'est le jeu du comédien qui ensuite passe derrière un comédien et doit reproduire son jeu, nous ça on le garde. Il faut que ce soit des hésitations cohérentes, alors que en français et en anglais les hésitations sont pas les mêmes. Oui, par exemple, un problème qu'on a souvent en sous-titrage, moi je traduis que de l'anglais, les Anglais ne coupent pas les phrases au même endroit que nous. Donc on a souvent des hésitations. Quand il y a une longue pause, on est obligé de couper les sous-titres. On va pas faire un très long sous-titre avec une grosse hésitation au milieu. On va faire 2 sous-titres. Et parfois, l'ordre de la phrase en anglais n'est pas du tout celui qu'on utiliserait en français au naturel. Et du coup, quand on ajoute à ça la contrainte du montage dont parlait Valérie, on doit normalement respecter les plans. En théorie, un sous-titre ne doit pas chevaucher un changement de plan. C'est pas toujours possible. D'ailleurs, j'aurais 2 petits mots à adresser au monteur si on m'en laissait la possibilité. S'il y en a qui nous écoutent. Mais ça, c'est une grosse contrainte en sous-titrage, d'arriver à faire des phrases
en bon français. Mais je vois ça souvent, oui, il y a des phrases notamment où la révélation arrive en fin de phrase, mais dans une autre langue, je sais pas, l'allemand ou autre qui inverse les phrases, on va se retrouver avec des révélations qui vont arriver beaucoup plus tôt dans la phrase, donc ils matcheront pas avec le moment de l'image, on va la lire avant, et ça Voilà. c'est Et parfois, c'est des contraintes purement techniques. Parfois, on peut laisser la surprise, la chute. On m'avait fait la réflexion une fois lors d'une table ronde. Pourquoi vous révélez la chute avant? Mais c'est-à-dire que j'étais obligée de l'intégrer au sous-titre que je pouvais faire rentrer sur l'image. Ouais. J'ai pas pu isoler la chute pour des contraintes purement la contrainte techniques. technique vient avant la contrainte artistique finalement sur, Voilà. sur le sous-titre, ok. Pour traduire un scénario, je pense que c'est à peu près la même chose, sauf que l'image, on se la crée soi-même. Il faut qu'on ait l'intuition de comment vont réagir les personnages par rapport à ce qui est écrit. Dans ma pratique de la traduction du scénario, je me dis toujours, quelle que soit la raison pour laquelle on me demande de traduire un scénario, qui dans les 3/4 des cas ne servent qu'à la constitution d'un dossier de financement, mais de plus en plus il peut arriver que les dialogues soient réutilisés au tournage, j'essaye toujours de le traduire en vue du jeu du comédien ou de la comédienne. On aime travailler sous la contrainte. Ça paraît bizarre de dire les choses comme ça, mais... C'est un challenge. Oui, puis c'est un jeu. Moi, c'est pour ça que je m'en lasse toujours pas. C'est tout ce jeu, cette prise en compte de ce qu'on entend, de ce qu'on voit à l'écran et de ce qu'on peut faire avec les mots. Quels sont donc tous les types de traduction que vous pouvez faire? On a balayé donc rapidement doublage, sous-titres et scénario. Et quand est-ce qu'ils interviennent? Parce que je sais que Jean-François a parlé par exemple du financement. Est-ce que le scénario c'est toujours au financement? Ensuite, doublage, sous-titres, à quel moment vous intervenez dans la vie du projet? Déjà, je ferai un distinguo entre deux cas de production. Il y a les productions francophones qui ont besoin d'une traduction vers une autre langue, ou parfois qui sont tournées en anglais et qui vont peut-être faire intervenir les adaptateurs un peu plus tôt. Okay. Pour tout ce qui est production étrangère qui arrive en France, on est en bout de course. On est tellement en bout de course que parfois ils n'ont pas envisagé qu'il nous fallait du temps et du budget. Voilà. En ce qui concerne la traduction de scénario, effectivement, la plupart du temps c'est pour des recherches de financement, mais il arrive, et c'est de plus en plus courant, que en cours de route, la langue prévue pour le tournage du film ne soit plus la même pour des questions de montage financier aussi, de tout d'un coup une société française qui n'était que coproductrice peut-être devienne le producteur principal, et là les financeurs décident de changer la langue de tournage. Ça m'est arrivé une fois sur un projet, sauf que j'avais pas été prévenu, puis après j'ai découvert 2 ans plus tard que la traduction du scénario avait été créditée auprès de quelqu'un d'autre. Là par exemple, moi j'ai travaillé sur un projet récemment qui était un scénario italien de fiction, adapté d'un roman italien. Et puis finalement, comme c'était un sujet qui concernait l'Allemagne et que c'était un sujet historique, donc ça allait se passer en Allemagne, ça paraissait assez logique que ce film soit en allemand, quoi, avec des acteurs allemands, etc. Enfin, en cours de route, évidemment, ils ont changé. Il peut arriver aussi que le projet de tourner en français ou majoritairement en français un scénario qui a été écrit dans une autre langue au départ soit décidé d'emblée. Et là, on va éventuellement associer le traducteur ou la traductrice à l'écriture des dialogues. Le scénariste. Oui, c'est ça. On devient dans ce cas-là co-auteur ou co-autrice des dialogues. Là, je suis en train de voir la série par exemple Shogun sur Disney qui est à la fois en anglais et en japonais, donc je me dis il y a forcément dans l'écriture dû avoir des réflexions sur comment on écrit à la fois dans une langue et dans l'autre dès l'écriture et pas seulement à la traduction. Il y a des productions qui sont dans plusieurs langues et il faut que toute l'équipe technique puisse suivre le scénario, donc on fait traduire les dialogues qui sont pas dans la langue de l'équipe, et voilà, ce genre de cas de figure aussi. On a peut-être fait tout pour le scénario, ensuite pour sous-titres et doublage, à quel moment vous intervenez? Donc parce que c'est toujours ce que tu dis, c'est-à-dire quand il y a une sortie par exemple sur les plateformes qui est mondiale où il y a absolument toutes les langues d'un coup, contrairement à vous voir au dernier moment, je crois que c'est anticipé les langues, non? Du coup, j'ai refait un distinguo entre les séries et les films. Ok. Les films, c'est rare qu'on soit intégré avant que le film soit terminé. Enfin, on peut commencer à travailler sur une première version qui n'est pas le montage définitif et devoir faire évoluer la traduction en fonction des montages successifs. Oui, ça arrive. Ouais. Ça dépend aussi du commanditaire, en fait. Les films qui sortent en salle, si c'est un distributeur français qui a acheté les droits d'exploitation d'un film étranger, là, le film est tout complet, on reçoit le film tel qu'il a été vu dans son pays d'origine. Les grosses sorties, souvent tu traduis la bande-annonce avant d'avoir même vu le film. Très souvent. Les trucs où il y a plein d'effets spéciaux, etc., tu travailles sur des versions préliminaires, etc. Oui, mais je crois que Jean-François voulait dire, le distributeur, soit il achète le produit fini, soit il est investi en dès le départ. Oui, c'est ça. Il y a un autre phénomène dont Anthony vient de parler, à mon avis, qui est surtout lié au numérique, depuis qu'on est passé dans l'ère numérique. Mais du coup, lorsqu'on travaille avec la production, on a toutes ces étapes successives aussi, y compris des montages qui sont pas définitifs, des mixages qui sont encore en route, mais pour gagner du temps, ce qui est pas forcément toujours un gain de temps d'ailleurs. Telle réplique a disparu là, à la place, il y en a 2 autres à un tel endroit. Enfin, c'est... Faut tout refaire. Une gymnastique importante. Ouais. Donc là, oui, on a les films
encore en train de se faire, si on veut. Avant le numérique, quand le cinéma, même si on parle du siècle dernier maintenant évidemment, mais était sur pellicule, c'était beaucoup plus rare, sauf dans des cas exceptionnels comme pour les gros festivals, comme le festival de Cannes, ou même dans les dernières semaines, voire dans les derniers jours, il pouvait encore y avoir des modifications sur le montage, donc sur le sous-titrage. Ce phénomène s'est accentué nettement avec le numérique, parce que c'est tellement simple techniquement de refaire une version ou de changer 3 répliques. On voit souvent des films qui sont repris après Cannes, d'ailleurs ils sont montrés à Cannes, il y a des choses qui sont modifiées avant la sortie commerciale. Également aussi, oui, et c'est valable pour les 3 grands festivals européens, Venise, Cannes et Berlin. Pour les séries, là aussi il y a eu un grand changement avec le temps, parce que dans le temps, quand les séries étaient diffusées beaucoup plus tard qu'elles ne l'étaient, encore une fois je parle que de l'anglais, essentiellement des États-Unis, on recevait une saison entière, et puis on avait un planning étalé, compte tenu du planning de diffusion, on pouvait regarder tous les épisodes, on savait où on allait. Maintenant, on traduit petit à petit, c'est vrai, on reçoit les épisodes, il y a parfois le même phénomène, on a un premier montage, mais il faut quand même commencer parce qu'on a des délais courts, et puis quand le dernier montage arrive, faut tout reprendre. C'est beaucoup plus souvent le cas en doublage. Nous, on a tendance en sous-titrage à nous demander d'attendre la dernière version, parce que le doublage prend aussi plus de temps à écrire, il faut bien le dire. Il y a les enregistrements, donc le planning total du doublage est beaucoup plus long que celui du sous-titrage. Et donc là, pour les séries, maintenant, dans la plupart des cas, on doit traduire les épisodes au fur et à mesure, sans avoir vu la fin de la saison, sans savoir du tout où ça va. Si c'est adapté d'un livre, on peut lire le livre. Tout ce qui donne du contexte aide. Mais parfois, la série va s'éloigner du livre et ce sera pas la même chose. Et parfois, il n'y a pas de livre. Donc là, on fait des découvertes au fur et à mesure. Vous auriez traduit différemment si vous saviez telle chose, par exemple. Ouais. Ah ouais, ça me rappelle une série un peu policière. On avait les épisodes au compte-gouttes. Il y avait une espèce de voyage dans le temps et en fait, les 2 personnages couchent ensemble, machin. Et il y avait l'histoire du tuez-vous. Donc en fait, on apprend plus tard qu'ils se connaissaient, sauf que avant, on ne savait pas. Ça peut changer quelques mots. Et ça, si on avait eu toute la saison, on pouvait introduire un changement, passer du vous au tu, parce qu'en fait, on donne un indice au spectateur que en fait la connivence, parce qu'elle se lisait un peu sur leur visage, etc. On comprenait qu'il y avait une connivence, machin, mais on aurait pu l'appuyer un peu plus en français, par exemple, en passant du vous au tu. On a pu faire le changement parce que les enregistrements n'avaient pas eu lieu encore, mais ça, c'est des trucs. On se dit, si on avait eu la saison en entier, on savait où on allait, on n'avait pas besoin de marcher sur des œufs. Il y a des moments, c'est un peu rocambolesque. Après, c'est vrai que pour ce qui est numérique, parfois maintenant, une fois la saison terminée, on peut revenir sur les premiers épisodes et dire non mais là en fait ça va pas, il faut qu'on change, il faut qu'il se tutoie ou des choses comme ça. Quelles sont les premières questions que vous vous posez à la lecture d'un scénario ou de dialogue que vous allez traduire? Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le ton, le style, le registre. Et puis l'histoire, forcément, où va l'histoire? Si j'ai la possibilité de lire le scénario en entier ou de regarder la série en entier, j'ai besoin de connaître ce qu'on appelle en anglais les plot points. Les nœuds dramatiques, ouais. Les nœuds dramatiques, de savoir s'il y a des choses dans les dialogues qui sont sous-entendues. Mais là, je pense qu'il faut vraiment distinguer entre le scénario et puis la série déjà tournée, parce que quand on parle de scénario, c'est vraiment, on traduit quelque chose qui n'existe pas encore en tant que film ou en tant que série. Et après, c'est tout à fait autre chose. Parce que moi, quand je dois recevoir un scénario à traduire, évidemment, je le lis une première fois, j'essaie de me faire une image de qui sont ces gens, comment ils pourraient s'exprimer. Enfin, c'est surtout sur les dialogues, hein. Mais sous-titreur ou doubleur, là, on change de support. C'est tout à fait autre chose. La vraie lecture qu'on fait, c'est en traduisant, finalement. Les questions, elles peuvent se poser au fur et à mesure. Mais je n'arrive pas avec des idées préconçues. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, les questions viennent après et elles peuvent être retournées à la production, voire au scénariste ou à la scénariste, parce que il peut nous arriver de constater des incohérences. Même avec des scénarios qui, a priori, sont solides, ont été acceptés par la production. Alors, les tutoiements et les vouvoiements, c'est nous qui les décidons, entre guillemets. C'est plus subjectif, mais il peut y avoir des incohérences de manière de parler entre 2 personnages, voire dans les didascalies, des choses qui collent pas au niveau du lieu. Par rapport aux auteurs de départ, on est quand même ceux qui ont le regard au plus près du texte, quoi. Chaque mot est important, donc c'est vous peut-être qui êtes le plus on se dans la pose des cohérence questions du texte. que les gens ne se posent pas en général, parce qu'ils prennent pour acquis ce qu'on leur fait lire, etc. Mais nous, dès lors qu'on doit le traduire dans une autre langue que la nôtre, on doit questionner vraiment la logique du texte. Vous pouvez pas lire en diagonale, vous, quoi, c'est pas possible. En fait, non. Non, ouais. Ouais, tout à fait. On est les premiers lecteurs pour un scénario, on est d'une certaine manière les premiers spectateurs pour le film fini. Mais des spectateurs actifs, quoi. Quelles sont les principales différences culturelles entre pays que vous avez remarquées au fil de votre carrière dans le rapport aux histoires? Donc la façon dont on raconte les choses. Je sais pas s'il y en a par pays, mais par genre, c'est sûr. Enfin, des scénarios d'épisodes de séries hyper formatés pour les networks américains
les scénarios sont hyper formatés. Ouais. La série Cold Case, qu'on a traduite toujours avec Vanessa pendant des années, on savait pendant les premières saisons que c'était à la 30e minute qu'on connaissait le coupable. Précisément, à tous les épisodes, tous les interrogatoires qu'il y avait eu avant, on savait que c'était pas le coupable. C'était 35 minutes au début, puis après les épisodes ont été plus courts, donc c'était à la 30e minute, mais pour vous dire à quel point c'était formaté. Ouais. Ça nous faisait beaucoup rire. Et j'avais dit ça à un producteur d'une émission d'interview de scénaristes qui adorait Cold Case, et quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Mais pourquoi tu me l'as dit ? Je regarderai plus jamais la série de la même manière. » Voilà. Donc pour moi, c'est plus au niveau des genres, ou alors c'est les auteurs. Il y a des auteurs qui s'affranchissent de tout, qui n'ont pas des scénarios formatés. Là, c'est vraiment du format pour la télé. Ça a explosé après avec les plateformes parce que ça correspond à plus... Il y a des épisodes de séries qui font 30 minutes, 25 minutes, 40. Ouais. Sur une même saison de même Voilà. série, ouais. Culturellement, c'est sûr qu'il doit avoir... Moi, j'ai l'impression que les Américains n'aiment pas trop les silences. C'est-à-dire que c'est très rare, en fait, surtout les séries, peut-être que les films où il y a des moments de silence. Ça dépend aussi des séries. Hein. Il y a des séries qui sont très peu bavardes. Ouais, mais il y en a pas Walking beaucoup. Dead, par exemple. Oui. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Ouais. Non, mais sais pas. c'est vrai qu'il n'y a rien qui me vient là. Mais Replay, récemment, j'ai regardé Replay. Il y a au moins Netflix, 2 épisodes à la suite où il y a quasiment pas de dialogue. Peut-être qu'on y arrive. Pour revenir aux Américains, il y a un truc qui m'agace beaucoup, qu'on retrouve quasiment dans toutes les séries. C'est la répétition continuelle des prénoms. Ils les disent à une réplique sur 2. C'est insupportable. Alors nous, en sous-titrage, ça nous arrange, c'est du temps qu'on va gagner pour mettre autre chose parce qu'on va pas répéter les prénoms à chaque... Mais je me demande toujours, ça c'est vrai que j'aimerais bien demander aux scénaristes, vous avez vraiment peur qu'on oublie le prénom des personnages à ce point-là pour le répéter toutes les 3 répliques? C'est une vraie question chez les scénaristes à quel point il faut pousser ou pas. Il y en a qui se disent on va pousser au maximum, au pire c'est soit au tournage soit au montage qui peuvent retirer, ils vont mettre trop que pas assez. Encore une fois, c'est le genre de choses, une fois qu'on s'en est rendu compte, On ne on voit ne que peut ça. plus ne pas le voir. L'écriture a à voir avec l'endroit où les gens vivent. Et c'est vrai qu'à Buenos Aires, c'est très spécifique. La manière d'écrire et de parler, beaucoup plus familier qu'ici. C'est vrai que la familiarité, alors je sais pas, justement c'est intéressant, est-ce que c'est le cas en espagnol et en particulier en argentin, s'il n'y a pas de censure, parce que encore une fois en parlant des séries américaines, parfois si c'est sur les networks qu'elles sont censurées, il n'y a pas des fuck à toutes les phrases, Ouais. parfois il y en a. Et en français, on considère que, encore plus en sous-titrage, mais pas que, on va pas mettre un bordel à chaque phrase, même s'ils le disent en VO, on va essayer de trouver le registre, le style, qui va rendre cette vulgarité, mais sans la traduire mot à mot. Est-ce que c'est le cas Non, c'est carrément interdit. Moi, je sous-titre vers ce qu'on appelle l'espagnol neutre, c'est-à-dire l'espagnol d'Amérique latine, Ouais. qui en fait n'a rien de neutre parce qu'il y a 36 000 différentes manières de parler en Amérique latine et on est obligé d'utiliser un espagnol neutre, voilà. Et du coup, c'est neutre. Moi, je préfère 10 000 fois traduire vers le français. En fait, l'injonction de traduire neutre, c'est quelque chose qui est... Toi, quand on te confie un boulot, on te dit tu dois traduire de façon neutre. Je peux pas traduire d'une autre manière, c'est-à-dire je peux pas traduire l'espagnol d'Espagne. Oui. Parce que je ne parle pas l'espagnol d'Espagne. Non, mais neutre, en fait, c'est ce que je comprends pas. Ça veut dire que ça va être compris partout en Amérique latine. C'est-à-dire ok. qu'on ne peut absolument pas utiliser l'argot. Les spécificités culturelles par exemple, les choses comme ça. C'est comme quand ils font un doublage au Québec en français international, on va pas utiliser de termes québécois, Oui. On pourrait nous aussi le faire puisque nous le français, c'est la francophonie en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de téléspectateurs québécois qui se plaignent du français de France parce qu'il y a plein d'argots que eux n'utilisent pas et qui vont pas forcément comprendre, etc. ou qui comprennent à force de voir des programmes doublés en français. Mais pour nous qui écrivons du dialogue et de la langue, c'est ultra compliqué d'écrire une langue neutre qui ne veut en fait rien dire. Qui n'existe pas, Puisque, en fait. On est locuteur d'une certaine langue qui est porteuse de plein de voilà, moi je viens de Lyon, il y a des choses que je dis qui viennent de là-bas. Il faut qu'on veille à certaines choses, mais en fait moi je peux pas me dire là je traduis, je fais ce doublage vers le français, mais je peux pas me dire parce que je maîtrise pas le français du Québec, le français de Côte d'Ivoire ou le français des Antilles où il y a des particularités, je peux pas me dire en fait ce mot-là je vais l'enlever. À une époque on disait il faut pas dire le mot gosse parce qu'en fait au Québec gosse ça veut dire couille. Ouais. Sauf qu'en fait bah nous en français de France on utilise le mot gosse et ça peut nous être très utile pour certains personnages et il y a aucun problème. Mais si on se met à réfléchir à tous les mots qu'on peut ou ne peut pas dire parce qu'en fait on doit s'adapter, pour moi je trouve que c'est un exercice impossible et c'est un exercice où en fait on a un français sans saveur. J'ai travaillé sur un dessin animé où on était relu par France Télévisions et par je sais plus quelle chaîne du Québec parce que le programme était acheté par les 2 diffuseurs. Par exemple le mot lascar je pouvais pas parce que au Québec ça marchait pas. On voulait mettre des accents sur certains personnages parce qu'en anglais ils avaient tout un tas d'accents différents et nous on était sur un dessin animé avec des animaux etc où on pouvait se permettre, comme on n'allait pas avoir d'accent, nous
notre travail c'était de colorer la langue de chaque personnage d'une certaine manière, en fait on nous a dit non, ça, cette expression idiomatique par exemple que tu as utilisée, en fait au Québec ça marche pas. Du coup on en revient à un truc neutre où il faut que ce soit compréhensible par tous, mais en fait pour moi c'est un truc, ça manque de saveur. Il y a juste un cas, par exemple, je pense à l'italien en particulier. Ouais. Les Italiens se tutoient beaucoup plus facilement que nous. Et donc moi j'ai souvent ce problème quand les gens se tutoient en italien, je les fais se tutoyer en français, mais j'ai souvent des gens, en général les gens qui valident ma traduction, donc les responsables chez le diffuseur, qui me disent non, là on peut pas les faire se tutoyer. Là par exemple j'ai un cas de figure, par exemple c'était dans une série, il y avait une fille qui était enceinte, qui avait son premier rendez-vous chez une gynéco, donc c'était la scène de l'échographie. Et la gynéco lui dit là c'est bon, t'inquiète pas, ça démarre bien. Et donc effectivement elle avait jamais vu cette médecin. Donc c'était bizarre en français qu'elle se tutoie. En fait moi je trouve pas ça bizarre, c'est juste le spectateur à mon avis est capable de se rendre compte que peut-être dans cette culture-là les gens se tutoient dans ce genre de situation. Bon après j'ai fini par mettre vous puisque j'ai eu c'est plus moi vraiment qui décidais au bout du compte et c'est pas très grave non plus, c'est un détail, mais après une somme de détails ça peut donner un truc pas très satisfaisant. Ça dépend aussi où en France, dans l'audiovisuel, c'est un milieu où tout le monde tutoie tout le monde, limite tout le monde est pote avec tout le monde, mais on reste à Paris, on va dans un autre secteur, par exemple la finance ou je sais pas quoi, les usages seront plus les mêmes sur le tutoiement et le vouvoiement, etc. Donc c'est vrai que c'est, en plus à l'échelle de la France, il y a encore des différences, je pense, à trouver. Je suis d'accord qu'il faut pas que l'adaptation, la traduction soit trop plate, trop neutre, mais en même temps, il faut quand même qu'elle soit compréhensible par le plus grand nombre, pas forcément dans la francophonie, mais même en France. Et notamment, ça pose des problèmes au niveau de l'argot. Il y a des argots qui sont utilisés dans certains endroits et pas d'autres. Il y a des argots qui viennent d'arriver, on peut se dire, notamment sur, je sais pas, les sitcoms ou des séries où il y a beaucoup d'argots en anglais, la langue se réinvente sans arrêt. Je continue d'apprendre des expressions toutes les semaines et on peut être tenté d'utiliser la dernière expression d'argot qu'on vient d'entendre dans le métro à Paris. Sauf que on sait pas combien de temps elle va durer cette expression, on sait pas si tout le monde la comprend. Il faut aussi résister à la tentation de la refaire, alors plus en sous-titrage, parce que tu parlais de mettre de la couleur dans les personnages, mais tout ça dans le respect de l'œuvre. Si les personnages à l'origine ont chacun une couleur, effectivement, on parle de couleur de texte, il faut respecter ça, et idem dans les sous-titres, mais il faut quand même veiller à être d'une part compris du plus grand nombre, et d'autre part, on a des clients qui ont des exigences et qui n'auront pas... Alors il y en a parfois qui nous disent allez-y, on respecte à 100% la VO, aucune censure, au contraire allez-y, et puis d'autres qui vont dire là non. C'est intéressant ce que tu dis Sabine, parce que ça soulève la question des anachronismes aussi. Un film dont l'histoire se situe dans une période qui n'est pas contemporaine, ou bien lorsqu'on sous-titre, comme Valérie le mentionnait au tout début, des films dits de patrimoine aujourd'hui, c'est-à-dire des anciens films. Par exemple, je me souviens avoir vu des films des années 40 américains, en particulier les films noirs, dans lesquels il y a une expression qui revient sans arrêt, qui est gee, that's swell. Ce qui veut dire littéralement c'est génial, c'est chouette, et que j'avais vu traduit par quelque chose du genre c'est trop cool, mais sauf que dans les années 40 en français on disait pas c'est trop cool, on disait c'est bat à la rigueur. Même dans les années 40 on disait c'est bat déjà. Ah oui, dans les films des années 30 français, oui tu trouves ça, oui. Toi ta réflexion c'est de te dire est-ce qu'il faut traduire pour le spectateur d'aujourd'hui donc on laisse c'est cool et c'est pas grave, ou est-ce qu'il faut parce que c'est soutenu à l'époque? C'est pas une réflexion, non. C'est une obligation. Il faut que le langage utilisé en français corresponde au langage utilisé à l'époque. Okay. Si le film lui-même respecte l'époque, parce qu'il y a des films où il y a des anachronismes en VO, et bon, dans ce cas-là, si on voit que les scénaristes n'en ont rien à faire, ou au contraire qu'ils en jouent, on va en jouer aussi. Mais il faut respecter l'œuvre, il faut respecter le scénario. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir à traduire des spécificités culturelles d'une région, etc. Et comment vous en êtes sorti? Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est notre lot quotidien. Oui. Ça fait partie du travail de traduction, que ce soit des spécificités régionales, culturelles, historiques. C'est constamment à ça qu'on est confronté, même dans la langue contemporaine. Une histoire qui se passe de nos jours, vous pouvez avoir malgré tout des références anciennes ou à l'histoire. Et dans ces cas-là, ça pose l'éternelle question de l'adaptation. Est-ce qu'on cite ou est-ce qu'on essaye de reprendre ou d'intégrer dans le dialogue français une référence historique, quitte à ce qu'elle soit peu, voire pas du tout connue des spectateurs français, mais en même temps, si on francise trop, ça va paraître assez incongru. Donc c'est une question permanente qu'on se pose. C'est du dosage fin. Mais c'est pas toujours très satisfaisant aussi, il faut le dire. Je reviens encore une fois au sous-titrage. Les contraintes de lisibilité sont assez fortes. Évidemment, on peut pas mettre des notes de bas de sous-titres, donc au bout d'un moment, il faut trouver un truc qui fonctionne. Et le truc qui fonctionne, parfois, c'est pas l'équivalent exact. Mais si le spectateur saisit grâce à ça l'intention de la scène ou
le jeu de mots, etc., c'est bon, quoi. Et on est content. En sous-titre, c'est quoi? C'est 42 caractères, je crois, par ligne sur 2 lignes, c'est ça? Ça, c'est pour le cinéma, mais la télé, c'est quand même 40. nettement moins. C'est 40 même? Cinéma, c'est entre Ça dépend, 40 et 42. oui. Ouais. En télé, c'est 36-37. Donc c'est déjà moins. Faites encore plus concis. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Là, en fait, c'est grandiose. Oui, on a eu jusqu'à 32. Ouais. Ah, ça a été pire avant? Ouais. Moi, j'ai commencé quand même il y a 30 et quelques années, c'était 29 pour Arte. Ah Oui, oui. je Ouais. me souviens. Et c'était quand on carrément- traduisait des films tournés en 16 mm pour la télévision, ce qui Ouais. était encore assez le cas dans les années 80, même début 90, en 16 mm, l'image est très petite par rapport à l'image 35 mm, donc c'était 25. Jamais plus de 2 lignes. Et j'imagine qu'il fallait toujours pas couper trop les phrases des trucs, donc il fallait qu'une expression complète tienne sur ces quelques caractères, quoi. Le mot d'ordre, c'est lisibilité. Ah oui, donc en fait, vous êtes à l'aise avec vos 42 caractères aujourd'hui, ça va, vous avez pas Malheureusement, faim. c'est encore pas assez. Mais je voulais rebondir en fait sur. On disait plus haut qu'il fallait toujours qu'on ait en tête le personnage, le scénario, etc. Mais il faut aussi qu'on ait toujours en tête les gens à qui on s'adresse. Qui est le spectateur? Qui est le téléspectateur? Tu disais c'est une question de dosage. C'est vrai, moi je me souviens d'un vieux sous-titrage, je crois, dans les années 80, pour dire comme c'est vieux, où Johnny Carson était remplacé par Guy Lux. Bon ce genre de choses on ne le fait plus aujourd'hui, heureusement. Mais on doit se poser la question, qui parmi les spectateurs de la série ou du film, c'est qui est Johnny Carson? Est-ce qu'il faut qu'on adapte? Est-ce qu'il faut qu'on laisse? Ça va dépendre de l'image. Si on le voit à l'image, la question se pose pas, on va laisser Johnny Carson. Ou est-ce qu'on peut expliciter, mettre un présentateur télé, par exemple? Pour ceux qui ne le savent pas, c'était un présentateur, le premier présentateur vedette des late night aux États-Unis. Il y a des modes de traduction, hein. Effectivement, en doublage, quand on regarde des vieux films doublés, souvent ils francisaient les noms. Michael devenait Michel, Halloween c'était la Toussaint. Parce que, mais là, ça nous fait rire maintenant parce qu'en fait, on est américanisé parce qu'on sait ce que c'est Halloween et on a tellement mangé de la culture américaine que on sait. Mais à l'époque, personne fêtait Halloween et Ouais, c'est récent. c'est très rare maintenant on francise en animation. Pour les petits, on peut franciser plus facilement parce que c'est des mondes imaginaires, etc. C'est beaucoup plus proche des petits. Mais sur des programmes pour ados ou pour adultes, on va pas s'amuser à franciser. Effectivement, mettre des références qui sont trop franco-françaises. En fait, on part du principe que si on regarde un programme, là je parle du doublage, le spectateur, il est pas dupe, il sait qu'il regarde un programme doublé. Le but, c'est qu'effectivement, il ait l'illusion que ce soit du français, donc on essaye de faire le travail le mieux possible, mais il est pas dupe. Le but, c'est de ménager la chèvre et le chou, de lui tendre un peu la main pour l'aider à comprendre. Faut trouver le juste milieu, donc effectivement, une fois que Halloween s'est implanté et que tout le monde connaît, et là on parle de la culture américaine, mais quand on parle parce que maintenant avec les plateformes, on a des œuvres qui viennent de tous les pays, quand on est sur du turc, du coréen, comment là le traducteur ou la traductrice se débrouille pour en fait là il y a une spécificité culturelle sur les États-Unis, comme en fait c'est la culture dominante occidentale, on se pose moins de questions, même si on s'en pose toujours parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Je me souviens de discussions, est-ce que baby shower, on traduit baby shower, ou est-ce que les fêtes prénatales ou tous ces trucs là qui ne sont pas culturellement encore implantés en France ou qui ne correspondent pas forcément. Mais on a la ref aussi, donc on sait ce que c'est. Voilà, donc, mais qui a la ref en fait? Parce que si l'adolescent a la ref, est-ce que la mamie de 80 ans qui regarde ce programme a la ref? Je ne sais pas. D'où la question à qui ça D'où la s'adresse. question Voilà. en fait à qui on s'adresse. Nous on est là pour donner aux spectateurs francophones un accès à une culture étrangère. Donc en fait on essaie de l'aider, mais en fait c'est bien qu'il ait accès à l'étrangeté, enfin ou le côté étranger Oui, de ce de que pas c'est que perdre du complètement suédois, le du côté coréen culturel, ou ouais. de, puisque c'est ça, c'est de donner en fait accès à une culture qui n'est pas la nôtre. Ouais, bah, typiquement, quand je vois dans la série Shogun, là, le personnage est souvent appelé l'étranger par les autres, mais dans leur langue en japonais, donc il est traduit dans les sous-titres l'étranger, mais je peux considérer en japonais, mais c'est pas écrit l'étranger, c'est écrit en japonais. En doublage, les gens qui écrivent des dialogues travaillent soit à partir d'une langue qu'ils maîtrisent, mais il peut aussi arriver que, comme ce type d'écriture du doublage synchro, c'est quand même une technique un peu particulière, tout le monde n'est pas formé à cette technique. Et par exemple, en France, sur le marché français, pour un film d'une langue de diffusion moins large, on fasse appel à un doubleur qui connaît la technique du doublage, mais qui ne maîtrise pas la langue de départ. Et ça, je suis pas sûre que tout le monde le sache parce que, en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais donc, il arrive quand même que les doubleurs aussi travaillent à partir d'une traduction existante, par exemple, une traduction à plat. Ou en anglais ou du français traduit. Soit français, Il y a soit une deux traduction cas de figure. relais de l'anglais, et peut-être travaille aussi avec des locuteurs de cette langue pour justement appréhender mieux les subtilités de la langue. En audiovisuel, c'est assez fréquent. En sous-titrage, ça l'est un petit peu moins. Enfin, ça le devient. Ça m'est arrivé de sous-titrer une série islandaise, par exemple, et j'ai travaillé avec une traductrice d'islandais qui n'était pas formée au sous-titrage, mais qui m'a aidée
à élaborer des sous-titres à partir de sa langue. On a retravaillé les sous-titres ensemble. Là, au moins, il y avait une personne, t'avais pas un texte neutre. Voilà, là, c'est les conditions, pour moi, les meilleures. Oui. C'est-à-dire, on est sûr. Il y a un dialogue avec la personne qui connaît la culture et on qui est peut... sûr du contenu des dialogues. Alors que quand on travaille à partir d'une traduction relais, là, pour le coup, ça dépend de la qualité de la traduction relais. Et puis, c'est de toute façon inhérent à la traduction relais, surtout quand c'est des sous-titres anglais. Par exemple, je sais pas, j'imagine du turc vers l'anglais. Je perds une quantité d'infos phénoménal. Tu l'as un peu dit, mais donc on appelle traduction relais une traduction qui passe par une autre langue. Généralement, c'est l'anglais. Et comme dit Valérie, le cas où on a sous la main le traducteur, la traductrice de la langue d'origine, qu'on peut lui poser des questions, non seulement sur le sens des dialogues, mais sur le contexte, sur la culture, sur pourquoi il fête cette fête-là à ce moment-là, etc. Tout ça, c'est extrêmement précieux. C'est effectivement le cas idéal. Quand c'est le cas, je co-signe les sous-titres. Bien sûr, ça, on le dira jamais assez. Il faut toujours, quand on a l'aide de quelqu'un qui connaît la langue alors qu'on ne la connaît pas, c'est normal de partager. Et il y a des traducteurs qui traduisent beaucoup de langues différentes, qui sont spécialistes du sous-titrage. Peut-être un peu moins en doublage, mais beaucoup plus en sous-titrage. Et il faut bien sûr que les producteurs, les distributeurs essayent de les trouver. Est-ce que vous avez souvenir d'avoir un peu buté sur un personnage dans sa façon de s'exprimer pour, on va dire, rendre sa particularité d'une culture à l'autre? Il peut y arriver dans un film, dans une série, que deux personnes ne se comprennent pas forcément parce qu'elles sont de langues différentes, mais elles peuvent être de milieux différents. Et ça, c'est vrai que devoir essayer de rendre ça... Les accents en sous-titrage, on n'a pas trop de problème parce que ça s'entend. En sous-titrage, on a la VO. Ça s'entend si tu connais la langue. Ça s'entend si les accents sont très différents. Enfin bon, bref, les accents, c'est pas toujours facile à rendre, mais parfois ça peut être aussi un sujet du film, et dans ce cas-là, on est obligé de trouver deux façons différentes de faire s'exprimer les personnages. Le film dont je parlais tout à l'heure, qui est en salle actuellement, Scandaleusement Vôtre, où il y a des lettres anonymes qui sont très ordurières, mais ordurières de façon enfantine. Et c'était une note, on a eu, alors c'est très rare en tant qu'auteur de sous-titres qu'on ait des notes d'intention de scénaristes, réalisatrices, mais qui nous disaient: le vocabulaire utilisé dans ces lettres est choisi spécifiquement pour rendre le côté à la fois plouc et à la fois enfantin. Il faut qu'on sente que c'est pas naturel, cette façon de s'exprimer. Donc, forcément, il a fallu que je respecte ça dans les sous-titres. Là est le danger, parce qu'il faut pas non plus que les gens se disent: mais elle a traduit n'importe comment, c'est quoi ce truc? Non, c'est justement de la bonne traduction seulement. Oui, tout le monde n'est pas apte à... Mais c'est ça, d'où la difficulté. Il fallait à la fois respecter cette note d'intention, respecter le texte d'origine, et ne pas avoir l'air d'écrire n'importe quoi. Et c'était difficile mais passionnant. J'ai à l'esprit un film que je n'ai pas sous-titré mais qui s'appelle Xenos, si mes souvenirs sont bons. Xenia, dans un hôtel, non? Il n'y a pas une histoire d'hôtel Xenia, si, qui est une production grecque. Ça se passe en Grèce, mais avec des personnages qui sont originaires d'Albanie. Donc la langue principale est le grec, et sous-titré en français en caractère romain courant. Et quand on connaît ni le grec ni l'albanais, on peut entendre éventuellement une différence, mais il faut quand même avoir l'oreille un peu exercée. Et pour distinguer les moments où des personnages qui sont deux frères se parlent entre eux en albanais, les sous-titres apparaissent en italique. Dès la première réplique, ça peut paraître un tout petit peu déconcertant, et après on comprend vite. Mais il n'y avait pas marqué un moment en albanais, entre parenthèses, j'ai le souvenir que ça m'avait surpris, parce que je me souviens de Xenia aussi, je l'avais vu, parce que moi je parle grec, enfin je l'entends un petit peu. Et du coup moi j'ai compris la différence à l'oreille, mais parce que voilà, je suis habitué. Et pour avoir sous-titré un film grec qui jouait sur le fait que c'était un couple de riches qui avait payé une étrangère, alors je sais plus d'où, parce que c'était coupé au montage d'où elle venait, etc., pour être mère porteuse, et ensuite il la tue pour récupérer de l'argent. Enfin bref, une histoire très sympathique. Je me souviens que la distributrice française, elle me disait mais je comprends pas cette femme. Il y a un truc qui lui échappait dans le scénario, enfin parce qu'elle comprenait pas qu'elle était étrangère, la mère porteuse, et que pourquoi le couple de Grecs l'avait tuée, etc. Et je lui ai dit mais en fait on le sait tout de suite, parce que dès qu'elle ouvre la bouche, pourtant elle parlait pas beaucoup, moi j'ai senti qu'elle avait un accent quand elle parlait grec, mais ça c'est quand on parle, et personne parle toutes les langues du monde et maîtrise. Donc en fait là, nous on avait introduit dans un sous-titre à un moment qu'elle était étrangère, parce qu'à un moment elle devait dire elle vient d'ailleurs, et du coup on avait explicité un peu plus que ce que disait le dialogue à ce moment-là en grec, pour que le spectateur comprenne, s'il n'avait pas compris, qu'en fait elle était étrangère, et ça, parce que ça parlait des histoires d'immigration, etc. Et pour avoir lu, parce que je crois que j'avais eu accès au scénario ou au script, et il y avait des scènes qui avaient été coupées ou pas tournées. Il y avait une scène, il me semble, dans mes souvenirs, où le mari parlait à cette femme, et où il y avait l'explication.
Et donc dans le montage final et dans le film, ils se sont dit bah non, cette scène elle nous sert à rien, ou on n'en veut pas, ou je sais pas pourquoi. Et du coup on n'avait aucune explication, mais le spectateur grec, parce que si on se base, le film il sort d'abord en Grèce, le spectateur grec il a tout de suite compris que cette jeune femme elle était étrangère, parce que son grec il avait beau être parfait grammaticalement parlant, elle avait un petit accent. Et donc nous on se retrouve en France avec ce film, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, donc des fois c'est la mise en forme, ou des fois c'est prendre des libertés sur les sous-titres, des fois c'est un peu y aller au chausse-pied. Oui, il y a un cas, une série Fauda où il y avait de l'arabe et de l'hébreu. On sous-titrait l'hébreu en blanc et l'arabe en jaune. Ouais, il y a aussi les couleurs qui peuvent servir. Ok. Combien de temps nécessite en général quel type de traduction? Le temps qu'on nous donne. Le temps qu'on nous donne, oui. Je pense que n'importe quel métier pourrait répondre ça. En doublage, on dit que 1 minute de film, c'est 1 heure de travail. Donc on fait en une journée entre 8 et 10 minutes. On peut en faire plus quand c'est du dessin animé, quand c'est moins bavard. On peut en faire moins si c'est ultra bavard et c'est ultra jargonneux. Et face caméra. Et gros plan. Gros plan, donc il y a plus de labial, donc il y a plus de travail. En fait, la synchro, elle doit être plus précise. On est censé faire beaucoup plus attention. Un épisode de sitcom, 25 minutes. Si on a une semaine, c'est quand même bien, parce que ça a beau être que 25 minutes, vu le travail de recherche de jeux de mots, etc. En sitcom, il y a beaucoup plus de dialogue à la minute en plus. que dans d'autres séries. Mais ça peut être l'équivalent d'un 40 minutes policier tranquille. Et c'est effectivement le temps qu'on vous donne quand tu dis que c'est... Oui, parce qu'en fait, quand on a un 45 ou un 50 minutes, on a une dizaine de jours et c'est suffisant, parce que c'est bien de laisser reposer. Indispensable. C'est même indispensable de se faire relire, c'est-à-dire que d'envoyer un collègue qui va prendre de son temps, qui va avoir en fait le recul, parce que nous on a la tête dans le guidon, 1 semaine, 10 jours, on n'a pas la distance nécessaire. Et puis à nous avoir un peu de temps de laisser reposer, en fait le cerveau il mouline tout seul en tâche de fond. C'est ça, tu te balades dans la rue et en fait tu entends quelqu'un parler et il y a quelque chose qui te vient, tu te dis ah ok, faut que je me le note. C'est ce mot-là qu'il fallait que j'utilise. Exactement. Anecdote personnelle, l'autre fois on était avec Sabine, on allait au resto ensemble, je l'attendais et j'étais sur un petit épisode de dessin animé où il y avait une blague avec laquelle j'arrivais pas à faire grand chose, et il m'est venu une idée quand je l'attendais, donc je me la suis notée pour la reprendre et vérifier, parce que ça peut arriver un peu n'importe où. Avant qu'il me dise bonjour, j'ai dû attendre qu'il ait fini d'écrire. En sous-titrage, moi j'ai rarement le temps de relire. Tout dépend du temps qui nous est donné. Oui. Mais idéalement, il faudrait qu'on ait le temps de laisser reposer. Alors, on a fait le doublage, du coup le sous-titrage c'est quoi à peu près le temps qu'on te donne en général? Disons qu'il y a le temps qu'on nous donne et puis le temps qui serait confortable pour nous. Voilà. Moi je pense que le temps qui serait confortable pour nous, c'est normalement 1 semaine pour un épisode et au moins 15 jours, 3 semaines pour un film de 90 minutes. Évidemment, s'il fait 2 heures ou 3 heures comme beaucoup maintenant, il faut au moins un mois. Quand même, depuis ces dernières années, les délais se raccourcissent encore de plus en plus. Oui. Ouais. Peut-être pas en cinéma. Rien que 20 000 espèces d'abeilles, c'est ridicule parce que c'est sorti le 14 février. Moi, j'ai fini de le traduire en avril. Ah oui, alors il y a aussi ça. C'est que parfois, on nous presse le citron. Il faut absolument rendre le truc. Il faut que ce soit enregistré. Ça sort 1 an plus tard. Oui. C'est pénible. Pareil pour un documentaire que j'avais fait pour Arte. C'est sorti des mois après. Et on m'avait donné 4 jours pour le faire. Les gens, enfin nos clients en tout cas, ont l'impression qu'en fait c'est pas parce qu'on nous donne quelque chose de fini et que tout est fait, en fait on n'a pas besoin de réfléchir et que ça va se faire en 5 minutes en fait. Comme on se pose 1001 questions sur toutes les répliques, sur quels mots, etc. On a besoin de temps. Après tout, le film il s'est pas écrit en un jour, il s'est pas tourné en un jour. Nous on est quand même responsable de quelque chose qui a coûté de l'argent et qui a mis du temps à être fait. Et on nous donne très peu de temps alors qu'on doit essayer de respecter tout ça en fait, sans que le film soit réussi ou pas réussi, bien ou pas bien en fait. Là j'y mets pas une histoire de qualité, c'est-à-dire qu'il y a eu du travail en amont qui a été fait. Nous la moindre des choses pour respecter tout ça, c'est qu'on ait du temps. Et on est à une époque de toute manière où... Quand c'est fini c'est livré quoi, faut pas... Voilà, jusqu'à la dernière minute, j'ai beau me relire le jour même, le matin où je vais livrer mon adaptation, je vais changer 3 mots, une virgule, ce mot hier il m'allait mais en fait il me va pas parce que je sais pas, j'ai dormi, je vois les choses sous un autre angle. C'est très propre du travail des scénaristes. Oui, c'est jamais fini en fait. Et puis parfois on a des regrets. Ah mince, c'est ça que... Alors parfois on peut changer, parfois on peut plus. De toute façon, il faut bien s'arrêter un jour. Il faut s'arrêter un jour parce qu'on serait capable de réécrire à l'infini. Mais jusqu'en plateau. C'est vrai que sur les traducteurs, on a tendance à voir ça comme une fonction plus factuelle. Et c'est vrai que là on se rend compte aussi, c'est bien que cette table ronde, c'est que en fait vous êtes d'une certaine façon auteur du projet à ce titre-là. Et... On l'est légalement. Ah, vous l'êtes légalement. Ouais, on est auteur d'œuvres dérivées. Ah bah continuons sur votre statut, du coup comment ça se passe? On a un statut d'auteur. On est des auteurs. Après le doublage, moi je vais en plateau et je peux être amené à demander de changer la réplique parce qu'en fait en entendant le comédien la jouer,
je me dis en fait non, ce mot-là ça va pas. J'essaie d'accompagner les projets un peu jusqu'au bout. C'est systématique en doublage d'être sur l'endroit de l'enregistrement Non. Ça il y en a pas beaucoup qui y vont parce qu'on n'a pas forcément le temps, on n'est pas payé pour le faire. Ouais. Mais moi j'y vais parce que ça fait partie de mon travail. On apprend énormément. Mais c'est comme les scénaristes qui vont pas sur le plateau, alors que des fois quand il y a un changement de dernière minute, ils pourraient dire bah ça se respecte ou ça respecte pas, etc. Je tiens à préciser qu'il y a quand même des clients qui nous donnent du temps. Hein. Ça oui, existe. Oui, bien sûr. Donc du coup c'est les notes d'auteur que vous faites quand vous. Oui, tout à fait. Le code de la propriété intellectuelle précise qu'une traduction d'une œuvre est une œuvre en soi. Ah, ok. Et donc on a un statut d'auteur. On parlait des clients. Est-ce que vous avez des fois les exigences éditoriales des clients et du coup comment ça peut influer votre façon de traduire suivant pour qui vous travaillez? Avant d'aborder des clients différents ou des diffuseurs différents, parce que c'est souvent les diffuseurs, il y a une loi en France qui fait qu'on ne peut pas parler d'alcool. On ne peut pas faire l'apologie de l'alcool. Alors parfois on n'a pas le choix. Encore une fois en sous-titrage c'est très rare puisqu'il y a la VO. Donc on peut pas ne pas entendre ce qu'on entend. Mais ça peut arriver qu'il y ait une forme de censure en fonction des diffuseurs. J'allais dire le niveau de vulgarité. En télévision surtout. En télévision parce que c'est plus le cas. En fait avec les plateformes on a la liberté, on est idem VO. C'est-à-dire que si la VO est vulgaire, on va être vulgaire et nous ça va nous faire très plaisir. Alors qu'à l'inverse, effectivement sur les chaînes... Et encore, ça dépend. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais... Oui, moi, j'ai vu une évolution quand même sur 30 ans, là. Oui, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Mais avant, ils étaient beaucoup plus... Ils achetaient des programmes. Parfois, on se demandait, mais pourquoi vous achetez ce genre de programme alors que vous allez nous demander typiquement des séries pour ados, très sexuelles, etc. Et ils vont nous demander derrière, allez-y mollo, de lisser les dialogues, de lisser... Oui, c'est ça. Si ça existe, ça va être une demande de lisser, effectivement, les dialogues. Oui, c'est rarement le contraire. C'est de moins en moins le cas, quand même. Parce que les plateformes sont arrivées. Et les chaînes veulent rajeunir l'audience, peut-être. Mais c'est toujours le cas, par exemple, en Argentine. C'est toujours lissé pour les chaînes de télévision. Oui. Quand je traduisais des documentaires, il y a une chaîne qui a une ligne éditoriale qui est qu'il faut faire, même en voice-over, c'est-à-dire qu'on garde la voix d'origine, il y a une voix qui est surimposée dessus. Donc on a quand même des questions de longueur, parce qu'il ne faut pas que la longueur du texte dit en français dépasse la longueur du texte dit à l'origine. Mais cette chaîne voulait vraiment qu'on fasse le plus succinct possible, qu'on enlève du texte. On avait cette image d'aller dans le texte avec une machette. D'où ce qui fait souvent qu'on entend les traductions françaises commencer après que la personne parle et se terminer avant. Bah ça, c'est le principe de la voice. Okay. De toute façon, toutes les voices sont comme ça. Mais même en narration, parce que dans les documentaires qui sont en voice-over, s'il y a une narration, pour le coup, on n'a pas la voix anglaise. En voix off, oui. En voix off. Et du coup, normalement, la seule contrainte, c'est l'image. Il faut que ça colle à l'image. Mais même dans la narration, il fallait que ce soit sujet, verbe, complément et point barre. Ils trouvaient que c'était plus catchy, enfin que c'était plus accrocheur. Pour simplifier, pour que la consigne c'était de densifier le texte. Alors moi, quand on me dit densifier, je mets plus de texte. Mais ça voulait pas dire ça en fait. ça voulait dire que chaque phrase synthétisée. Ça voulait dire que chaque phrase devait avoir une information essentielle et que tous les mots qui n'étaient pas essentiels devaient être supprimés. Sur certaines émissions ou des trucs où il y avait des grossièretés, où il y avait des bips dans la version anglophone, puisqu'ils bipent tout, on n'a pas le droit de dire de gros mots. Nous, on nous demandait de faire tomber la grossièreté au même endroit dans la phrase française qu'il y avait le bip parce que c'était dans la version internationale, donc on pouvait pas le rebiper après. Donc ça, c'est une contrainte supplémentaire. What the fuck, par exemple, nous on va pas forcément mettre un putain à la fin, on peut le mettre avant ou on peut dire autre chose, ou tu me fais chier par exemple. Voilà, ça pouvait marcher, mais c'était partir du principe que en fait la grossièreté VO pouvait trouver un équivalent exact au même endroit de la phrase dans la phrase française, ce qui ne marche pas du tout. Donc ça, c'était une contrainte supplémentaire, très casse-bonbon. Ok, intéressant. Je vais faire comme Sabine tout à l'heure, je vais faire glossaire oral. Anthony a employé l'expression de version internationale. En doublage, la version internationale, c'est tout ce qui, dans une œuvre originale, comporte des sons, excepté les dialogues. C'est un film complet sans la piste des dialogues en fait. Voilà, c'est ça. Ce qui vous permet de partir de ça pour refaire toutes les autres versions derrière. C'est ça. Okay. C'est ça, ouais. Et sur l'évolution, si je peux rajouter un tout petit truc avec une perspective historique, sur l'évolution des registres de langue, en particulier en sous-titrage, elle a évolué aussi indépendamment des exigences ou des demandes des diffuseurs. Elle a évolué au fil des décennies depuis que le sous-titrage et le doublage existent, parce que petit à petit, on a mieux toléré de voir écrit des choses soit vulgaires ou familière à l'écran. Pendant très longtemps, à mon avis au moins jusqu'aux années 70-80, c'était très difficile de mettre ne serait-ce que quel con ou un putain ou des mots comme ça. Et petit à petit, c'est devenu plus courant et aujourd'hui, comme l'écrit est très présent dans nos vies, que ce soit par les réseaux sociaux ou toutes les formes d'écran, je pense que la tolérance est plus grande maintenant. Culturellement, on est devenu plus tolérant aux grossièretés à l'écrit qu'avant. Voilà, c'est ça. Curieusement, ça pouvait mieux passer éventuellement en doublage qu'à
qu'à l'écrit, parce que à l'oral, ça passe, quoi. Dans un sous-titre, on le voit écrit. L'écrit reste. Voilà. Alors que bon, un sous-titre s'en va, mais Entre guillemets. l'écrit reste. Oui, et de voir ne serait-ce que 2 ou 3 secondes à l'écran un mot vulgaire ou une injure ordurière, ça pouvait paraître plus choquant. C'est intéressant. Et ça. même sans parler de vulgarité, les nœuds de négation, ça fait partie des choses sur lesquelles Absolument, on peut jouer pour Ouais. le registre, mettre ou non les nœuds de négation. Il y a pas très longtemps, il y a quelques années, on m'a fait la réflexion, t'as enlevé tous les nœuds de négation quand même à l'écrit, ça choque certaines ouais. personnes, une certaine génération. Si on va ça dire. arrive encore, hein. Qu'est-ce que l'arrivée de l'IA générative change pour vous dans l'exercice de votre travail et comment vous voyez évoluer votre métier dans les années qui viennent? C'est pas évident parce que pour l'instant, on sait qu'il y a des choses qui existent pour la traduction technique, etc. depuis des années. Après, nous, pour l'instant, dans l'état actuel de notre pratique, peut-être parce qu'on est tous déjà des gens un peu, ça fait un moment qu'on bosse, etc. Donc, j'ai pas vu arriver de choses sous-titrage ou doublage écrits par des machines et qui nécessiteraient juste d'être post-édités derrière par des humains pour les rendre plus. Pour l'instant, j'ai pas vu arriver ça. On vous a pas encore demandé de passer derrière une traduction d'IA? Moi, C'est j'ai pas eu encore un des truc. offres Si, ça déjà. arrive, hein. Si, oui. J'ai toujours refusé. Valérie a employé le terme, on appelle ça la post-édition. Ça arrive qu'on ait des annonces de post-édition, donc c'est clairement annoncé que la traduction sera faite par machine et qu'il faut des traducteurs professionnels pour repasser derrière. En se disant que ça coûterait moins cher parce que vous ferez moins de Voilà, travail. c'est ce j'imagine. que pensent les clients qui utilisent ce genre de pratique. Ouais. Dans les faits, il faut parfois repasser derrière plusieurs fois, tellement c'est mauvais. Et de toute façon, souvent, il vaut mieux repartir de zéro. Donc ça ne fait gagner ni du temps ni de l'argent. Y compris avec les IA qui sont de plus en plus performantes parce qu'on peut leur donner du contexte, contrairement au dictionnaire qu'on avait avant, on peut leur donner des registres de langue, on peut leur dire je veux maximum 40 Ouais, mais ils ont caractères, on toujours peut pas commencer à faire ça. l'image, ils ont toujours pas le son, ils ont toujours pas les comédiens qui jouent à l'écran, ils ont toujours pas tout ce dont on Il a faudrait parlé. en fait une machine qui soit capable d'agréger tout ce que nous on agrège comme info quand on traduit un dialogue de film. Mais je pense que ça va peut-être arriver un jour. À vrai dire, je n'en sais rien et je pense que peu de gens le savent en fait. Les choses évoluent tellement vite. Oui, mais parlons de maintenant. Oui. Voilà. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, je suis convaincue que les machines, elles n'ont fait que, je sais pas, à 10% du travail. Parce que je vois partout dans les médias que votre métier serait parmi ceux les plus, alors c'est doubleur aussi, mais parmi ceux qui seraient les plus mis en péril dans l'audiovisuel vis-à-vis de l'IA générative. Vous tirez pas son cloche-là du fait de votre expérience, quoi. Moi, je pense plutôt que c'est à cause de la mondialisation. En tout cas, en France, parce qu'on est un des pays où la qualité du travail est très haute et aussi la rémunération beaucoup plus haute qu'ailleurs. Beaucoup de producteurs, de diffuseurs se tournent vers ces pays-là, où c'est payé moins cher. Vont sous-traiter les sous-titres à l'étranger. Pardon, oui, Jean-François, t'allais réagir? Oui, j'allais réagir sur ce que tu disais à propos de on lit beaucoup dans les médias que non. Alors, il y a 2 choses. Les médias se font l'écho de 2 rapports récents en particulier, Ok. qui sont le rapport remis au gouvernement il y a maintenant un mois environ, dans le courant du mois de mars, sur l'IA, mais dans tous les domaines. Un rapport intitulé avec beaucoup d'audace, IA, une ambition pour la France, et dont les conclusions sont hautement contestables, quels que soient les domaines, mais en particulier le nôtre, et en particulier le métier de la traduction. Okay. Et l'autre rapport, c'est un rapport que vient de publier le CNC, le Centre National du Cinéma, à peu près du même ordre. Aucune interrogation sur l'utilité, la nécessité, voire même la raison d'être de l'IA, que personnellement je me refuse à appeler intelligence artificielle parce que ça n'a rien d'intelligent. Ce serait plutôt l'imposture absolue si on veut. Et le CNC, dans son rapport, a fait des beaux tableaux en indiquant, ben voilà, dans toutes les professions du cinéma, y compris, j'étais même surpris de nous y trouver d'ailleurs, parce qu'en général le CNC nous ignore, que nous y étions. Alors là, ben, il s'intéresse à nous parce qu'on va disparaître, en gros. Alors on est quand même classés dans leur beau tableau dans profession artistique, mais avec une espèce de disposition dans leur tableau un peu étrange qui, on est une profession artistique, mais techniquement on va disparaître. C'est une supercherie totale. On n'est pas du tout, moi je suis pas du tout anti-technologie, anti-progrès et technophobe et tout ça, mais pour simplement gagner de l'argent, supprimer des métiers artistiques et créatifs, je vois pas l'intérêt. Et ensuite, bah, il faut nourrir la bête. Donc on demande à des traducteurs de corriger pour des cacahuètes et ensuite la machine elle va réingérer tout ça. On ne fait que niveler par le bas en fait. L'IA, ils en utilisent beaucoup dans les traductions marketing, les modes d'emploi, etc. Il y a des choses qui tout ce qui est factuel. Voilà. Mais dans l'audiovisuel, la machine ne prend pas en compte tout ce dont on a parlé tout à l'heure. On traduit pas des mots, on traduit du sens, on traduit des intentions, on traduit une image et un son en fait. Après, effectivement, on ne sait pas du tout où on va avec ça. En doublage, on voit passer que... Alors,
Pour le coup, ça peut être une avancée, la synchro. La synchro labiale, ouais. On est vraiment là, l'illusion que c'est vraiment du français collé qui sur sort, les lèvres. voilà. Mais là, nous, ça nous enlève, je disais, on est créatif dans la contrainte. La contrainte de la synchro nous oblige à être créatif. Donc là, ça facilite la tâche, donc on sera moins payé, on aura moins de temps. Et des trades plus génériques parce que vous creuserez moins la tête à trouver le mot qui rentrerait Peut-être. dans le En tout cas, machin. ça ne va faire, je pense, que niveler les choses par le bas. La compétence qu'on acquiert au fur et à mesure des années, en fait, on peut la perdre à ne pas travailler correctement. Je suis pas dans la peur, je suis un peu dans l'expectative. Je voulais juste citer l'exemple, pour ne pas le citer, du festival de Deauville. Donc c'est à la base le festival du film américain. Ils ont des films qui viennent de plein de productions, distributions différentes. Parfois, il n'y a pas de sous-titrage. Parfois, ils arrivent déjà sous-titrés. Quand il n'y a pas de sous-titrage fourni, c'est fait en France. Mais parfois, y compris sur des vieux films qui sont projetés dans le cadre de rétrospectives, on voit des sous-titrages. Je ne sais pas si c'est généré par une machine, mais c'est pas généré par quelqu'un avec un cerveau, C'est que en c'est tout pas cas. un professionnel qui l'a fait, que c'est quelque chose qui a été... C'est-à-dire qu'on hallucine, quoi. C'est dans une même scène, les mêmes personnages qui se voient, qui se tutoient. C'est-à-dire que ça a été fait sans l'image, sans aucune notion de scénario, aucune notion de personnage. Comme les notices traduites des objets qu'on achète des fois ou qui ne veulent rien dire parce qu'on sait que ça a été traduit comme Voilà. ça. Cheers en anglais, ça peut aussi bien vouloir dire merci que santé. On va avoir un santé là où c'est clairement merci. Ou des choses comme ça. Et on s'est plaint plusieurs fois au nom de l'ATA, l'association des traducteurs et adaptateurs de l'audiovisuel, et en notre nom propre en tant que familier du festival, que ce genre de sous-titrage soit visible à Deauville. Ça n'est pas possible. Un sous-titrage qui se voit trop pour une raison ou pour une autre, ça sort du film. Donc je suis peut-être naïvement pas inquiète parce que je me dis de toute façon c'est pas au point. Mais c'est vrai que ça surfe sur une méconnaissance de notre métier en fait, de ce qu'on Complètement. apporte. Moi j'ai plein de gens qui viennent me présenter leurs condoléances, j'en peux Bah plus la d'ailleurs. preuve, là c'est ce que moi Oui, j'étais oui. comme ça quand je vous ai abordé, je me Ouais, suis dit ouais. bah les pauvres, on va les avoir avant que ça se termine quoi. J'ai Genre, je vous ai à la table parce que vous existez encore, mais quand, C'est gentil, merci. quand vous serez plus là. Et non, mais c'est vrai que c'est toujours pareil, quels que soient les métiers, j'arrive toujours avec plein d'a priori sur chaque métier. À chaque fois on m'apprend plein de trucs que je connaissais pas, Ouais. c'est aussi le jeu. Utiliser donc ou un traducteur non professionnel ou des machines et projeter ça en festival, à la télé, au cinéma, c'est un manque de respect pour l'œuvre originale et pour le public. Ce qu'on appelle la TAO, la traduction assistée par ordinateur, les traducteurs techniques l'utilisent depuis longtemps, mais là on arrive à un autre stade. C'est plus simplement d'avoir un outil à notre disposition, Sur la terminologie, ou terminologie, voilà. On est sur autre chose qui relève, comme l'a souligné Anthony, du pillage, et comme on le rappelait tout à l'heure, en plus, en France, nous avons le statut d'auteur, donc on a la possibilité de dire, bah, vous avez utilisé nos traductions En contrefaçon. en contrefaçon, absolument. On bascule dans autre chose là, et on traduit de l'humain. Tout ce qui se passe dans les films, c'est de l'humain, c'est des relations humaines. Il faut des humains pour le traduire. Une machine ne pourra pas le faire. L'ennui, c'est que, pour l'instant, je pense que en France, on est encore relativement à l'abri, mais pour combien de temps? Mais ne serait-ce qu'en Europe de l'Est en particulier, là, c'est assez catastrophique. La post-édition est arrivée comme un rouleau compresseur, le sous-titrage automatique aussi, notamment pour les plateformes, même si certaines revoient un petit peu changent leur fusil d'épaule aujourd'hui, mais par le biais d'intermédiaires qui sont des prestataires techniques, uniquement, qu'on a appelé longtemps en France des laboratoires de sous-titrage ou les studios de doublage, qui sont capables de faire les opérations techniques que nous ne faisons pas, mais qui ne sont pas les diffuseurs. Donc, au bout du compte, ce sont les diffuseurs aussi qui sont responsables. Et de tout automatiser, ça ne marche pas. L'ennui, c'est que maintenant, avec les tels volumes de programmes qui sont diffusés, on nous dit, pour le cinéma et les grandes œuvres, non, on va continuer à vous faire confiance. C'est vous qui savez. Mais pour des choses moins importantes, les reality shows, des choses comme ça, ou des choses destinées aux réseaux sociaux, c'est bien bon, la traduction par IA. Nous, on a tendance à dire, non. Quand on nous donne quelque chose à traduire, on ne juge pas de la qualité ou non de l'œuvre. Et ça va aussi hiérarchiser les œuvres à qui pourra se payer une traduction entre guillemets normale versus ceux qui iront... Voilà, en gros, que la traduction humaine soit réservée à une élite, à la fois une élite de traducteurs, mais une élite de spectateurs ou de lecteurs, qui pose un gros problème. Mais surtout, plus on capitulera devant l'utilisation de l'IA pour des programmes considérés comme inférieurs, plus la contamination se fera. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête uniquement à ces productions-là. Je pense que la traduction, tout le monde devrait en faire. C'est-à-dire, c'est un exercice que on devrait enseigner dans les écoles, mais dès le plus jeune âge, parce que c'est un exercice de découverte de l'autre, d'appréhension de l'autre, et c'est quelque chose qui devrait, en fait,
pas du tout être remplacé par des machines. Je veux dire, c'est un exercice génial. Moi, j'arrêterai jamais de traduire, même si un jour une machine fait super bien mon boulot. Je m'en fous. Comme écrire des scénarios, on va se mettre à la place d'un personnage qui n'est pas nous, c'est aussi une façon de... C'est ça. Tu vois, au bout d'un moment. Donc après, si personne veut me payer pour que je traduise, tant pis. Je trouverai autre chose pour manger. Mais en même temps, traduire, jamais, quoi. Jamais arrêter. Est-ce que vous avez une traduction récemment, un film ou une série que vous avez vu qui vous a marqué? Au jour, j'ai vu un film italien qui est sorti il y a pas longtemps, il y a un mois à peu près. Ça s'appelle Il reste encore demain. Ouais. C'est ce film en noir et blanc, assez féministe. Qui a marché à fond en Italie d'ailleurs. Ouais, qui a marché à fond, qui a fait plein d'entrées, bon, un peu moins en France forcément. J'ai vu le sous-titrage de ce film, qui est donc un film qui se passe à Rome dans les années 40, après-guerre. Donc les gens parlent un italien qui est proche du... Enfin, il y en a certains qui parlent romain, vraiment, avec le dialecte romain, d'autres qui parlent italien, mais avec un très fort accent. Ça se passe dans un milieu populaire. C'est une langue qui a une verve incroyable et qui est vraiment très difficile à traduire. Et j'ai été séduite par les sous-titres. C'est quelqu'un qui s'appelle Céline Merlin qui les a fait. Et là, je me suis dit, c'est génial parce que là, pour le coup, le public a pu profiter de ce film vraiment avec toutes les nuances, les subtilités de cette langue, a pu vraiment goûter comme un plaisir de la langue, quoi. C'est une langue dans laquelle les dialectes sont encore très vivaces, beaucoup plus qu'en France. Enfin, ça n'a rien à voir. Les dialectes sont parlés par des gens jeunes, c'est pas que des vieux pépés au fin fond de la campagne. Donc, du coup, c'est une difficulté supplémentaire. Et là, je trouve que vraiment, ça en est super bien tiré. Il faut dire à juste titre que quand on voit le travail de nos collègues et qu'on le trouve vraiment réussi, on se le dit entre nous, quoi. On apprend les uns des autres aussi. Le nombre de fois où je me dis, c'est bien trouvé ça pour traduire telle expression qu'on a toujours du mal à traduire, faut que je le note, et je ne note pas, donc j'oublie. On est un peu embêté parce que donc on est un métier très invisible. Les gens savent pas trop ce qu'on fait en fait. Au mieux ils se disent bon ça passe quoi, et puis sinon c'est nul, ou enfin il y a quand même un truc un peu négatif. Ils ont pas traduit ce qui est dit. Voilà, en attendant, on se fait engueuler parce qu'on n'a pas tout mis. Enfin bon bref, donc mais en fait je pense que c'est aussi la beauté de ce métier qui fait que on fait quelque chose qui est censé ne pas se voir. Moins tu le vois, le sous-titrage, plus t'as l'impression de comprendre la langue que tu vois parler à l'écran. Et en fait moi je suis super contente quand c'est comme ça. Comme les dizaines de métiers derrière l'image d'ailleurs. Oui, c'est ça. Exactement. C'est la traduction qui doit être la plus discrète possible, mais les traducteurs et les traductrices ont besoin d'être visibles. Est-ce que vous auriez éventuellement une question à vous poser les uns aux autres sur votre rapport, votre travail sur le scénario? 2 questions en fait. Je crois que vous avez un peu répondu à la première, c'est la frustration, ce que j'imagine être une frustration de ne pas avoir justement l'image, le jeu des comédiens. Et d'autre part, ce que j'imagine aussi être une frustration de ne pas toujours être contacté une fois le film tourné pour le sous-titrer ou le doubler. Une frustration, je sais pas, c'est vrai que il y a un cloisonnement des étapes quand on intervient au moment de la pré-production, donc quand on traduit le scénario avant que le film existe. On n'est pas forcément en contact avec les mêmes interlocuteurs. Après, le projet suit son cours. Il arrive en post-production pour la version doublée et la version sous-titrée. Et souvent, c'est pas les mêmes interlocuteurs. Alors après, en fonction de, si on a une petite notoriété, peut-être les gens se renseignent, qui a bossé sur le scénario. Ah oui, tiens, d'accord. Alors, éventuellement, on va lui confier. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui se passe le plus souvent. Le plus souvent, je dis, c'est un cloisonnement. Ce serait du temps gagné pour eux parce qu'ils tombent sur une personne qui connaissent déjà un peu le projet, donc un peu de familiarité. Voilà, ça c'est un peu dommage, mais je fais pas ce travail de suivre le projet. Peut-être que je devrais le faire, mais après, le projet peut évoluer. Et puis, ce que je donnais comme exemple, il y a des choses aussi qui font que tout d'un coup, on n'a plus rien à voir là-dedans. Mais c'est vrai que les gens qui bossent sur le projet réfléchissent un peu. Que ça leur vienne à l'esprit en fait. Ouais. Voilà, que ça leur vienne à l'esprit. C'est l'occasion d'en parler là. C'est quand même plus riche de bosser avec quelqu'un en sous-titrage qui connaît déjà le film, qui connaît les différentes étapes du scénario, etc. Ça apporte quelque chose de plus. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être frustrée parce que, alors que même la réalisatrice, elle aurait bien voulu que ce soit moi, c'était quelqu'un d'autre parce que le laboratoire qui a fait le sous-titrage était différent ou... C'est pas les mêmes personnes qui font appel à vous. Après, la frustration de ne pas voir l'image, pour moi, c'est pas une frustration. Ça libère l'imagination, c'est super intéressant, au contraire. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes, quel serait ce message? Je regrette vraiment qu'on soit pas en contact. C'est compréhensible quand ce sont des scénaristes d'autres pays où ils vont pas être en contact avec tous les traducteurs de tous les pays. C'est encore plus regrettable quand ce sont des scénaristes ou des réalisateurs, des producteurs français. Enfin, pour le cinéma, ça peut arriver, on peut demander au distributeur, même si on n'est pas en contact, on a une question, il y a un truc qui est pas clair, est-ce qu'on peut demander au scénariste? Bon, on a une réponse ou pas. Je pense à un exemple précis, le premier film, je crois que j'ai fait pour le cinéma, c'était un réalisateur français. C'était tourné en anglais, j'avais donc le son VO en anglais, le script en anglais, et comme on savait que c'était un réalisateur français, il avait demandé à avoir les sous-titres sur papier avant qu'on fasse ce qu'on appelle la simulation. La simulation, c'est une étape de vérification des sous-titres avec le client.
où on peut encore tout changer. On fait comme si on était au cinéma, mais on peut s'arrêter quand on veut et on peut changer ce qu'on veut. C'était très bien que le réalisateur en question, qui était scénariste aussi, se soit déplacé pour cette simulation. Et dès le début de la simulation, alors qu'il avait relu les sous-titres avant sur papier, il me dit mais les 2 personnages principaux là dans ma tête, ils se vous voyaient, alors que j'avais mis un tu. Et il me l'a jamais dit. Et après coup, j'ai découvert que son scénario en anglais, il l'avait d'abord écrit en français. Il n'y a pas un moment où quelqu'un s'est dit « Ah, ce serait peut-être pas mal de lui envoyer le scénario en français, dis donc. » Et on revient aux questions de, en fait, on ne pense même pas à vous contacter, Non, voilà. recontacter. Moi, quand j'ai commencé en Argentine, je n'avais jamais de scénario. J'ai dû traduire une fois un film, c'était Daniel Day-Lewis, oscarisé pour My Left Foot. Ouais. J'avais dit, je ne le traduis pas si je n'ai pas le scénario. Et ils l'ont trouvé, le scénario, sans problème. Ils me l'ont donné. Ça devrait être automatique. Oui, déjà, oui, c'est ça. Avoir un contact avec les scénaristes, ce serait génial. Donc le message que je voudrais leur adresser, c'est pensez à nous, s'il vous plaît. Ok. On a l'image et ce qu'on appelle le script, effectivement. Donc, c'est une transcription des dialogues qui parfois n'est pas bonne. Qui peut être faite par des IA, d'ailleurs, de Qui plus peut, en voilà, plus. Oui, qui, c'est voilà. pas forcément les dialogues qui sont tirés de ce qu'on appelle le shooting script. Ça vient pas forcément du scénario de tournage. C'est une Non. transcription qui est faite Faite après, a à partir posteriori. du film. Voilà. Théoriquement, c'est encore mieux parce que du coup, c'est après le montage. Normalement, ça devrait être exactement Oui, ce qu'il y a. théoriquement, oui. C'est censé être sauf conforme que à ce ça qu'on doit entend. être bien fait, quoi. Mais parfois, c'est mal fait. Très mal fait. Du coup, ce qui peut être intéressant pour nous, quand il y a des expressions très obscures ou des références très obscures, qu'elles soient explicitées, en fait, pour que nous, on sache davantage quoi en faire ou par quel bout les prendre. Parce que parfois, en fait, je citais tout à l'heure un exemple, je suis sur des programmes là d'animation où ça parle de Gotham City et on met en note Gotham City, ville fictionnelle de l'univers. Ça, je le sais. Ça... T'as en plus une bible de l'univers. Oui, et de la ça, question. on en a pas beaucoup. Hmm. Je trouve qu'on manque d'éléments. Nous, on constitue des bibles, ce qu'on appelle des bibles. Donc, on met en commun entre auteurs les tuez-vous, la traduction de certains lieux, de certains personnages, ok. de phrases qui reviennent, etc. Mais ça, si on avait en fait déjà, parce que ces choses, elles sont faites en amont. Les scénaristes, vous faites des bibles Pour sur les des séries. séries, Ouais. en tout cas. Parfois, on se retrouve avec des expressions ou des références. On a beau chercher, Internet a beau être un outil merveilleux parfois. Il fait erreur 404, je ne comprends pas. On n'est pas la ref. C'est pas la ref. Et là, on aimerait bien avoir la personne qui a écrit ça et Le qui nous dise, décodage, ouais. en fait, voilà. On a déjà vu les traductions littérales de choses qui font rire tout le monde parce que c'était pas un truc à traduire littéralement. Bah voilà. ouais. Et voilà, et c'est mieux d'avoir la ref. Alors idéalement, on l'a sans avoir besoin qu'on nous la donne, mais ça arrive qu'on ait donc ces listes de dialogues avec des explications, mais jamais sur les bons trucs. On nous explique des Ouais, choses qu'on sait déjà, que tout le monde sait. Ils se disent qu'ils ont besoin de nous expliquer que you haunt, Ouais. A-R-E-N apostrophe T, il faut nous expliquer que c'est are not. Ouais, Merci, on est traducteur. Mais expliquer une vague expression d'argot qui sort de nulle part ou une référence fond à du un truc Texas, des ouais, années 80 voilà. que personne Non, mais connaît, c'est non. vrai, en fait. Alors, nous, on a notre réseau, on demande à des collègues qui sont natifs de la langue, on a des amis dans les pays étrangers, on peut avoir, mais si on pouvait aller directement à la source de manière beaucoup plus simple, plus rapide, etc. Ça irait plus vite. Ça ouais. irait plus. Et puis surtout quand il y a des univers particuliers. Enfin, moi, je suis pas trop science-fiction, etc. Mais ça doit être une prise de tête énorme puisque c'est des créations de monde, des créations d'univers. C'est l'imaginaire, etc. Si on nous explique pas, on va essayer de faire notre travail. Mais en fait, si on pouvait avoir le... Parce que vous aussi, vous devrez inventer les mots que eux ont inventés, mais Bah dans voilà, notre et langue, c'est bien donc, d'avoir peut-être leur cheminement qu'ils ont eu en VO. Ou sur un arc narratif. S'il y a une série, ils projettent sur 3 saisons, ils savent ce qui va se passer dans la saison 2, ben nous on le saura pas. Il faut savoir que pour certains programmes, on signe des accords de confidentialité, on n'a pas le droit d'en parler. Donc dites-nous, scénaristes, où vous allez. Nous on le dira à personne, mais ça nous aidera à traduire correctement. On n'a même pas le droit de dire qu'on travaille dessus. Donc, mais ce qui serait bien, ce serait d'avoir des passerelles entre, par exemple, l'ATA, l'association de traducteurs que je citais, et des guildes de scénaristes, qu'on ait, je sais pas, un endroit où on puisse envoyer une question, je travaille sur tel truc, bon, j'ai pas le droit de le dire. On revient à ce que c'est que la traduction, c'est du contexte. On traduit pas que des mots. Tout ça, on en a besoin, en fait. Et on n'a pas la science infuse, surtout. D'autres mots de la fin pour les scénaristes. D'écrire des dialogues qui ont du sens et qui se répondent, c'est bien aussi. C'est un tacle. Non, mais la plupart du temps, c'est le cas, hein. Mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire. Bah, ça peut arriver qu'on se dise, mais
pourquoi il dit ça? Mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Jean-François, sur les incohérences dans un scénario. On peut tomber sur soit des incohérences, soit visiblement il y a quelque chose qui nous échappe. Bon, je dis pas qu'il faut tout expliciter dans les scénarios, bien sûr que non. C'est pas pour dire qu'il faut que les scénaristes écrivent autrement, mais comme nous, on se pose vraiment toutes ces questions, on va vraiment, comme disait Valérie, au fond du sens de ces phrases. C'est peut-être les monteurs qu'il faut interroger aussi. Il peut y avoir parfois une réplique, une scène, un mot dont ils se sont dit on n'en a plus besoin parce qu'eux ils connaissent le truc par cœur et nous on arrive derrière, on dit mais si ça manque en fait. Ok. Puis les monteurs faites des plans plus longs. Oui, il y a ça aussi. Pour le sous-titrage, Pour le sous-titrage. ce serait une bonne idée de rallonger un peu les Rallongez vos plans, c'est les monteurs qui nous écoutent. Beaucoup de mots pour les monteurs aujourd'hui. Voilà. Bon, merci à tous les 5 pour vos réponses du coup. Merci beaucoup. Merci à vous. toi. Merci. Les traducteurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Anthony, Claudia, Valérie, Jean-François et Sabine pour leur participation. Merci à l'ATA, Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, pour leur aide dans l'organisation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.